Alors, c'est difficile de se présenter. Donc, Georges Haddad, mathématicien, éducateur, je l'espère, président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je l'ai été il y a 30 ans. Il y a 30 ans, j'étais le plus jeune président de cette université, et de surcroît mathématicien. Et aujourd'hui, je suis le plus vieux président de cette université. Alors, je vous rassure, je n'ai pas été président pendant 30 ans sans interruption. Donc, à l'époque, je faisais un mandat de 5 ans, non renouvelable pendant 5 ans. Et la raison était très simple, et on l'oublie trop, c'est qu'un président d'université, c'est avant tout un enseignant-chercheur qui, pendant une période de temps, se dévoue aux tâches administratives et politiques de la vie universitaire. Mais on ne doit pas oublier avant tout que nous sommes des enseignants et des chercheurs. Et donc le 5 ans non renouvelable, c'était une façon de nous dire, bah, très bien, vous faites ça pendant 5 ans, mais n'oubliez surtout pas que vous devez enseigner et faire de la recherche. Et donc je trouvais que c'était un très très bon timing de 5 ans pour tous, non renouvelable pendant 5 ans. J'ai même à cette époque présidé la conférence des présidents d'université. Donc j'ai été élu par mes pairs pour présider. Alors c'était premier vice-président à l'époque parce que la loi française faisait du ministre de l'enseignement supérieur ou de l'éducation le président de droit. Ce qui n'était pas le cas dans tous les autres pays européens. Le président des conférences, président d'université ou de recteur, etc., était un des leurs. Bien. Alors ensuite, après ce premier mandat, je suis revenu à la recherche, bien sûr, que je n'ai jamais quitté, à l'enseignement que je n'ai jamais quitté. Les deux représentent mes deux respirations essentielles, hein, mes deux raisons d'être et de vivre. Transmettre et essayer de contribuer à la production des savoirs par la recherche. Bien. Et donc, j'ai fait ça, mais l'UNESCO m'a sollicité. Donc, j'ai œuvré aussi à l'UNESCO pendant une quinzaine d'années, au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais dans une dimension mondiale cette fois, avec l'organisation de 2 conférences mondiales sur l'enseignement supérieur, chacune ayant demandé plus de 4 années, voire 5 années de préparation au niveau nationaux, au niveau régionaux et au niveau mondial. J'ai lancé, grâce au directeur général de l'époque, le programme des chaires UNESCO, qui aujourd'hui sont devenus un des programmes majeurs de l'Organisation des Nations Unies, qui est l'UNESCO. Et donc les chaires UNESCO, nous le devons à ce directeur général qui s'appelait Federico Mayor, qui a eu cette idée géniale de lancer le programme des chaires UNESCO et qui m'avait demandé de venir à ses côtés pour accompagner le projet. Bon, j'en passe, ça prendrait un temps fou, et ça a été pour moi un grand bonheur de servir cette belle organisation qu'est l'UNESCO, et qui a pour devise, vous le savez peut-être, la phrase suivante, je cite, « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est donc dans l'esprit des hommes qu'il faut édifier les défenses de la paix par l'éducation, la science et la culture. » Il n'y a pas de plus belle mission. C'est aussi la mission de l'université. Une université doit préparer toutes celles et ceux qui y contribuent, étudiants, enseignants, chercheurs, personnel administratif et technique, à participer à cette grande aventure de l'esprit humain, celle qui nous honore, servir l'honneur de l'esprit humain. Voilà la grande mission de l'université, et à mon modeste niveau, j'ai toujours essayé d'être, je dis bien, essayé d'être à la hauteur de ce grand défi, surtout que dans le bureau où nous sommes, si vous regardez par la fenêtre, vous avez cette phrase au frontispice du Panthéon qui vous place face à vos responsabilités et qui vous rend humble, mais en même temps ambitieux. Il est inscrit, je le lis, puisque vous tournez le dos, « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Aux grands hommes, c'est-à-dire humains, hein, au sens générique. Et là aussi, tous les matins, quand je viens dans ce bureau, je suis confronté à cette devise, à cette affirmation, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Et la patrie, pour moi, la patrie, c'est la patrie du savoir, la patrie de la connaissance, c'est une patrie universelle, sans frontières, ni géographiques, ni mentales. Nous sommes au service
d'une patrie universelle. Et là aussi, donc voilà ce que je voulais dire. Donc mon parcours unesquien s'est accompli. Je suis parti parce que j'avais atteint l'âge de la retraite. À l'UNESCO, c'était 62 ans, pour dire les choses. Et donc je suis revenu à l'université pour reprendre mon métier que je n'avais jamais vraiment quitté, d'enseignant et de chercheur. Et je voulais terminer ma carrière professionnelle parce que je suis essentiellement un enseignant et un chercheur. Et puis votre destin vous rattrape parfois. Des étudiants à moi qui étaient devenus enseignants-chercheurs, maîtres de conférences, professeurs, m'ont sollicité en me disant « Monsieur Haddad ou Georges, selon les circonstances, est-ce que vous seriez d'accord pour vous représenter à la présidence ?» Je leur dis « Mais attendez, c'est pas possible, je suis trop vieux, j'ai pris pas mal de distance avec l'institution, tout en restant au cœur de l'enseignement supérieur et de la recherche via l'UNESCO. » Et ils m'ont dit « Essayez quand même, essayez. Apportez peut-être vos idées et un peu de fraîcheur, si tant est qu'il vous en reste quelque peu à votre âge. » Eh bien, je me suis présenté, je leur ai même dit que je serais plutôt le revenant, une sorte de Leonardo DiCaprio de l'université, et que, bon, j'acceptais de participer au débat public, au débat démocratique, parce que ne l'oublions pas, l'université est une institution démocratique et citoyenne. C'est notre mission, surtout quand nous sommes un service public. Et nous avons la chance d'avoir des universités qui sont des services publics. Et puis, bon, c'est comme ça, j'ai été élu. Je dirais même que c'est presque plus exceptionnel que la première fois où j'avais 36 ans et où personne ne me connaissait. Là, on me connaissait, mais j'étais une sorte d'homme du passé. Puis le passé devient le présent et devient un avenir que j'ai assumé pendant 3 ans et demi maintenant. Dans quelques mois, je finis mon mandat de président. J'en sors heureux, mais épuisé. Ça, je tiens à vous dire, c'est très fatigant. Et le métier a changé. Le métier de président a changé. Il était plus, à l'époque, un métier d'instigateur, d'impulseur d'innovation, de créativité, etc. Là, le modèle gestionnaire s'est imposé. Sous prétexte d'autonomie, de responsabilité, les nouvelles lois, c'est vrai que le métier est très fortement un métier de gestionnaire, une mission de gestionnaire, sans oublier la partie scientifique, la partie valorisation des projets, etc., sur laquelle nous avons quand même abouti et fait de belles choses ces 4 dernières années, avec une équipe remarquable qui m'a choisi plus que je ne les ai choisis. Et je tiens à leur rendre hommage parce que c'est un travail d'équipe. Vous savez, on ne peut pas gérer une grande université comme la nôtre, plus de 45 000 étudiants, 26 sites à Paris et en région parisienne, une image très importante, le label Sorbonne, Panthéon et Sorbonne, ce n'est pas une sinécure de gérer une telle université, surtout que, comme vous le savez, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, grande université de sciences humaines et sociales, de recherche et de formation intensive, est aussi une université qui est très politique, au fond. Vous connaissez Tolbiac, le centre Pierre Mendès France, il faut vivre avec. C'est une menace permanente. Tous les matins, quand je me lève, je me dis, mais que se passe-t-il à Tolbiac? Que va-t-il arriver à Tolbiac? Dans les vœux que j'ai faits cette année, j'ai même utilisé une phrase de type shakespearienne en disant tout le défi de ces 4 années, c'était Tolbiac or not Tolbiac. Eh bien, il faut gérer. Mais en même temps, c'est un vrai et beau défi et l'honneur de servir une grande et belle université de sciences humaines et sociales qui a très peu d'équivalents dans le monde. Donc là aussi, voilà, c'est avec bonheur et avec soulagement, je le répète, que je laisserai mon mandat à mon successeur vers la fin du mois de mai, si tant est que l'élection donne un résultat. Donc on verra, vous savez, c'est très compliqué. Les élections d'un président d'université, elles sont assez difficiles. Il y a toutes sortes d'étapes, etc. Mais je souhaite de tout cœur que quelqu'un me succède le plus vite possible. Oui, ce parcours a été difficile parce que mes origines ne me prédestinaient pas, mais ça ne veut rien dire, parce que
à cela, et je vais même rendre hommage à un ami qui a été déterminant, plus que mes maîtres et mes enseignants. J'étais dans un lycée de banlieue, très bon lycée, le lycée Marcelin Berthelot, à Saint-Maur-des-Fossés, et en pleine année de première, arrive un jeune homme, François Lescure, avec la réputation d'être un génie. Et quand il arrive, le jour même de son arrivée, des camarades, que je pensais être mes camarades, disent « Enfin, ce Tunisien ne sera plus le premier de la classe ». Ça a été un choc, hein. Si on m'avait versé un seau d'eau gelée sur la tête, ça aurait eu le même effet. Et j'entends ça, et je me dis « Mais c'est pas possible », alors que j'ai aidé tout le monde, hein. Moi, je m'en foutais d'être premier. Ce que je voulais, c'est qu'ensemble, je finissais le problème de maths avant, puis j'ai aidé tout le monde, ce qui fait que le prof me faisait sortir. Il me disait « Haddad, dehors, tu perturbes ». Je vais même vous raconter une autre anecdote qui va vous faire rire. Et donc, arrive François Lescure, qui avait entendu. Je ne le connaissais pas. Il arrive, beau garçon, un peu foufou, etc. Et il me dit la chose suivante, c'est toi, Georges Haddad? Je dis oui. Il me dit, tu sais qui je suis? Je dis, t'es François Lescure. Oui. Et il me dit, tu sais, on avait 15 ans, hein, je suis un génie en maths, il me sort. Je dis, oui, il paraît que tu es un génie en maths. Il me dit, écoute, ce qu'ils ont dit, c'est écœurant, on n'en a rien à faire, et si tu veux, on va passer un pacte. Ah bon, je lui dis, bon, c'est quoi? Il me dit, moi, François Lescure, je vais te faire découvrir la beauté des mathématiques. Est-ce que tu es d'accord? Je dis, bien sûr. On vous dit ça, vous ne pouvez pas dire non. Et je dis, et moi, qu'est-ce que je peux t'apporter? Et il me dit, tu peux m'aider avec les filles. Comme tu as une réputation, etc. Je dis qu'à cela ne tienne. Et on a fait un pacte. Bon, je passe les détails, ça ne vous regarde pas. C'est notre vie privée. Mais François m'a fait découvrir la beauté des mathématiques. Et il avait une élégance. Il avait un génie tel que ça a été pour moi un souffle, une respiration, une découverte. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert l'école normale supérieure, etc., etc. Le reste, c'est dans mon roman. Vous verrez qu'il y a parfois des choses un peu compliquées. Mais là aussi, c'est grâce à l'amitié que j'ai découvert les mathématiques. Et sur la question que vous m'avez posée, c'est vrai que mes origines modestes n'ont pas eu trop d'influence grâce aux mathématiques. Les mathématiques, ça va vite, ça va bien, si tant est que vous en ayez le goût et la qualité, mais il n'y a pas de frontière entre le riche et le pauvre. On est un mathématicien, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'études que je n'aurais jamais pu faire à l'époque. Faire du droit, ça m'était inaccessible. La médecine, ça m'était inaccessible. L'histoire, la philosophie, bien sûr que non. J'ai eu la chance de rencontrer François Lescure et les mathématiques, mais d'une manière que l'école ne pouvait pas me faire découvrir. Et puis, vous allez me dire, en mathématiques, j'ai raté une fois une épreuve de mathématiques. Ça aussi, j'aime bien le dire et je le raconte. C'était je crois que c'était en 3e. Et j'étais un bon, toujours premier en maths, mais sans effort, hein. Moi, je ne me suis jamais forcé. Et puis un jour, il y avait une jeune fille qui s'appelait Evelyne qui donne un concert de piano. Elle était dans ma classe. Et moi, le petit Tunisien, jouer du piano, c'était inaccessible. C'était quelque chose que je ne pouvais même pas imaginer. Voilà, un piano, c'était un autre monde. Et j'ai été subjugué par la beauté de ce qu'elle jouait et la beauté de la personne. Et je suis tombé amoureux pour la première fois de ma vie. Donc j'avais 13 ans, peut-être, je ne me rappelle plus. Et puis arrive la composition de mathématiques. Il y a eu une composition mathématique. Et Evelyne rentre. Elle avait compris qu'elle m'avait séduit. Et elle vient, elle me passe la main sur le visage. Elle me dit « Bonjour Georges, comment vas-tu » J'étais dans un autre monde. La composition se passe. Je ne sais pas si j'avais fumé un joint, ça aurait fait pire que ça. Et une semaine après, le professeur rend les notes. Et vous savez, à l'époque, c'était premier, un tel, deuxième, etc. C'était la composition. Pas de Georges Haddad. Ni premier, ni deuxième. Et tout le monde dit, mais monsieur, il y a une erreur là. Où est Haddad? Attendez. Donc il rend les copies et la mienne n'apparaît pas.
Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai perdu la copie de Georges Haddad. C'est incroyable. Je ne retrouve plus la copie de Georges Haddad. Donc, il n'avait pas les moyens de me donner un classement et une note. Alors là, tout le monde était étonné, c'est la première fois que ça arrivait. À la fin du cours et de la correction de la composition, il m'appelle, il me dit, Haddad, viens ici. Il me dit, dis-moi, t'as fumé un joint ou quoi là? Qu'est-ce que tu as fait? Je dis, pourquoi? Il me dit, voilà, je l'ai, ta copie. Mais tu as écrit n'importe quoi. T'étais dans un autre monde. Et à la fin, bon, je lui révèle que Evelyne m'avait caressé la joue, etc. Ah, il m'a dit, je comprends. Et la compo d'après, je m'installe, elle rentre, il lui fait, Evelyne, tu vas pas voir Georges Haddad, tu lui fiches la paix. Et elle m'a fichu la paix. Voilà, bon, c'est mon seul vrai gros échec sur une composition de mathématiques. Je répète, je n'ai pas démontré tous les théorèmes que j'aurais voulu démontrer. Mais comme quoi, parfois, d'être amoureux, ça peut vous entraîner dans d'autres sphères, mais ça, je ne le regrette pas, j'étais heureux. Voilà, c'est la vie. La première chose qui m'énerve le plus, mais plus qui m'énerve, qui m'écœure, qui me consterne, c'est tout ce qui a trait au racisme et à l'antisémitisme. Lorsque je suis confronté à des positionnements ou à des prises de parole qui laissent transparaître ce cancer incurable de l'esprit humain qu'est le racisme et l'antisémitisme, là, j'avoue que je perds mon contrôle. Alors, je ne suis jamais violent, c'est pas dans ma nature, j'ai toujours été élevé dans les principes de, j'aime pas le mot tolérance, de l'empathie, essayer de comprendre, l'amitié, la fraternité sont des valeurs essentielles. Et lorsque je suis confronté à des situations comme celle-là, c'est vrai que parfois je perds un peu ma sérénité et celle du judoka que j'ai eu la chance d'être et que je suis toujours. Comme je l'ai dit récemment, je ne fais plus de judo physique parce que mon âge ne me le permet plus, mais je fais du judo mental. Donc je suis imprégné de toutes ces valeurs spirituelles du judo qui, comme on le sait, traduit en français, ça veut dire voie de la souplesse. Ju-do. Do, c'est la voie, ju, c'est la souplesse. Souplesse mentale et physique. Être en harmonie. Ce qui est absolument inaccessible. Hein. J'ai essayé toute ma vie, je ne sais pas si j'y arriverai, non, je ne crois pas, de toute façon, mais c'est un objectif que je me suis toujours imposé grâce aux maîtres que j'ai eus, que ce soit en mathématiques ou en judo. Hein. Et puis l'amitié. Hein. Là aussi, je pourrais vous en dire plus. Ma vie, elle s'est construite par l'amitié et la sincérité. Et là, vous m'avez posé une question, donc je vous ai parlé du racisme et de l'antisémitisme. Ça, je ne peux pas. Je ne supporte pas, je ne tolère pas, et ça me fait sortir de mes gonds. Pour le reste, j'arrive à gérer. La trahison, l'hypocrisie, les calculs sordides, opportunistes, j'aime pas. Je n'ai jamais été comme cela. Mais ça fait partie de l'humanité. Hein. Il faut gérer ce genre de choses. Et puis aussi, ce qui me choque le plus aussi, c'est le manque d'audace. Il faut avoir de l'audace dans la vie. Il ne faut pas se réfugier dans des postures, etc. Et il faut être audacieux. Et audacieux, c'est se livrer, aller vers l'autre, le recevoir aussi. Et voilà, ça c'est des choses qui me choquent parfois, mais qui ne m'énerve pas autant que ce que j'ai dit en premier, ce cancer ultime de l'être humain que sont le racisme et l'antisémitisme. Mais parfois le manque d'audace, les postures, ça m'énerve. Il faut savoir s'offrir, ne pas avoir peur de se tromper. Moi j'ai passé ma vie aussi à me tromper. Vous savez, quand vous êtes mathématicien ou scientifique dans tous les domaines et que vous faites de la recherche, il faut être audacieux. Combien de fois ai-je pleuré même de me sentir incapable de résoudre les problèmes que j'avais affrontés en mathématiques et que d'autres ont résolus alors que moi je n'ai pas pu les résoudre. Mais j'ai tracé mon petit chemin. J'ai eu quelques petits résultats mathématiques fort modestes, mais qui ont suffi quand même à justifier l'audace que j'ai eue d'affronter ces grands défis de la pensée.
Voilà, bon, pour vous dire, je crois que c'est ça, ce que je peux dire. Et moi, j'aime pas les gens qui calculent. Et puis, il y a autre chose qui est pour moi fondamentale, et surtout aujourd'hui, il faut rester joyeux. Ce que me disait un de mes maîtres, il me disait, tu sais, Georges, un grand mathématicien, les gens tristes par posture, vous savez, ces gens qui veulent vous impressionner avec un visage fermé, hermétique, etc. Je dis bien par posture, parce que malheureusement la vie peut vous donner des milliers de raisons pour être triste. Hein. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qui peut arriver à chacun d'entre nous. Mais triste par posture, vous voyez, ce positionnement, je suis important, donc je suis triste, donc je suis fermé. Et il me disait, les gens tristes par posture ne sont pas des gens sérieux. Évite-les. Évitez ces gens-là. Et j'ai toute ma vie essayé d'éviter ces gens-là. Et donc moi je trouve qu'il faut mettre de la joie et de la gaieté. Et c'est mon rôle de président d'université. J'y arrive pas toujours, mais comme enseignant aussi, toujours mettre de la gaieté et de la joie. Moi j'aime que mes étudiants rient. J'aime leur donner l'envie, le désir, mais en même temps la rationalité. Hein. Il faut qu'ils soient rationnels et construits dans leur parcours, qu'ils aient le sens de l'effort. C'est très important, le sens de l'effort. Mais il n'y a pas d'effort qui vaille s'il n'y a pas de joie. Et moi, j'aime rire et surtout faire rire. Alors les gens disent de moi, mais c'est un clown. Mais il n'y a rien de plus beau qu'un clown. Un clown qui vous amène de la joie dans votre existence, même quand les circonstances ne s'y prêtent pas. Le sourire d'un enfant, pour moi, je vais pleurer parce que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Quand j'arrive à faire rire un enfant, par mes pitreries, etc., je suis un homme heureux, accompli. Quand j'arrive à faire rire un étudiant et à lui donner envie de travailler encore plus et de venir me revoir et de venir me faire confiance, ma joie s'accomplit totalement et mon bonheur s'accomplisse totalement. Voilà. Moi, j'aime que dans mes amphis, il y ait des moments de détente, il y ait des moments de joie, de partage. Je raconte souvent des histoires. La vie des mathématiciens, elle est aussi romanesque que la vie des peintres, des musiciens ou des autres. Eh bien, c'est bien de communiquer à tout cela, faire partie de cette grande aventure de l'esprit, mais qui n'a de sens que s'il y a de la joie et de la gaieté. D'abord, le premier message, il faut savoir rêver. Il faut pouvoir rêver. Et ne pas se laisser emprisonner dans un quotidien réducteur. Donc, le rêve est essentiel à la vie. C'est une respiration essentielle. Celui qui ne rêve pas ne vit plus, d'une certaine manière. Donc, il faut savoir rêver ses rêves aussi, mais en même temps les accomplir. Alors, ou tenter de les accomplir. Moi, j'ai eu plein de rêves que je n'ai pas accomplis, mais je les ai rêvés et ils ont donné un sens à ma vie. Et ces rêves m'ont accompagné tout au long de ma vie. Comme je vous l'ai dit, j'aurais aimé être un grand mathématicien. Je ne serais pas président d'université si j'avais été ce grand mathématicien. Je le dis en toute humilité et en toute honnêteté. Si j'avais été le grand mathématicien que j'ai rêvé d'être quand je suis rentré à l'école normale supérieure de Paris, la rue d'Ulm, mon accomplissement était total. Vous savez, je viens de Tunisie, je suis un enfant de l'immigration, je suis un immigré moi-même, parce que je suis arrivé, j'avais 5 ans, et j'étais tunisien, je suis français et tunisien et français, deux beaux pays auxquels je dois beaucoup. J'ai toujours essayé de rêver. Vous savez, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rêver, d'ailleurs, la position allongée est ma position préférée. Alors on pense que je dors. Non, je ne dors pas, je rêve. Et à travers ce rêve, je travaille. Et je peux vous dire que beaucoup de ce que j'ai pu construire, modestement dans ma vie, c'est souvent allongé, en faisant la sieste, en donnant l'impression de dormir, que les idées me sont parvenues et qu'elles m'ont donné cette impulsion nécessaire. Donc, je suis un faux paresseux, je suis un vrai dormeur, mais je suis surtout quelqu'un qui aime les défis et qui déteste la médiocrité du confort quotidien.
Vous savez, il y a un livre qui a beaucoup marqué mes lectures, c'est un livre qu'on connaît peu, un livre écrit par un écrivain russe du 19e siècle qui s'appelait Goncharov. Et il a écrit un livre qui s'appelle intitulé Oblomov, c'est le nom de son héros. Et c'est un homme qui refuse toutes les contraintes, toutes les obligations, qui refuse même l'amour parce que ça lui pose problème. Aller dîner, sortir, s'investir. Bon, moi je ferai tout dans ma vie pour ne pas être un Oblomov. Mais en même temps, je peux le comprendre. Parce que la paresse, c'est un art aussi. Mais une vraie paresse, aussi paradoxale, une paresse active. Une paresse audacieuse. Une paresse qui nous fait agir. Parce que si on est dans une situation où on ne peut même plus rêver ni paresser, on perd le sens de l'existence. Et vous savez, dans les théories physiques, les grandes théories physiques, quand l'homme n'intervient pas, la nature, elle va toujours lentement. C'est ce qu'on appelle les phénomènes paresseux. La nature est paresseuse. C'est l'homme qui la perturbe. C'est l'homme qui la fait changer. Quand je dis l'homme, l'humain. C'est l'homme qui l'a fait changer. Mais la nature, elle prend son temps. Il a fallu des millions d'années pour qu'elle se construise. Et l'homme, en 2 siècles, 3 siècles, regardez les résultats. Il y a le plus grand et il y a le pire aussi. Donc, respectons les rythmes de la nature. Prenons l'éducation. Et là aussi, c'est un créneau sur lequel j'aime bien intervenir. Vous trouvez normal cette idéologie qu'on a dans certaines familles, et dans de nombreuses familles, des études vite faites, du bac à 14 ans, de la licence à 18 ans, du doctorat à 20 ans, et après, non, donnant du temps au temps. Donnant du temps. L'éducation, c'est un parcours lent, mais sécurisant. C'est celui qui vous permet de vous construire. Aujourd'hui, vos générations vont vivre, je le souhaite de tout mon cœur, si la Terre continue à nous supporter, jusqu'à 120 ans, et peut-être même au-delà. Prenez du temps, apprenez. Ne soyez pas obnubilés par le diplôme. Ne rentrez pas à l'université en déjà vous disant vivement que j'en sorte. Au contraire, l'université, c'est un moment magique. Les études, l'université, les grandes écoles, c'est un moment magique. Chaque moment de la vie est magique. C'est banal ce que je dis. Mais lorsque je vois aujourd'hui le monde étudiant complètement obnubilé par le diplôme, je me dis, ils sont en train de rater quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas le diplôme, c'est ce chemin vers le diplôme où on a acquis des connaissances, des savoirs, où on s'est découvert. Vous savez, il y a 4 piliers pour l'éducation. C'est le rapport Jacques Delors sur l'éducation que l'UNESCO a publié et produit sous l'égide de Jacques Delors. Le thème, c'était « L'éducation, un trésor est caché dedans ». Et il disait, ce rapport, et j'incite toutes celles et ceux qui en ont le temps de se le procurer, de le regarder, c'est un trésor, ce rapport, il dit que l'éducation repose sur 4 piliers fondamentaux. Apprendre à être, se découvrir soi-même. Apprendre à apprendre, et de plus en plus aujourd'hui, il faut apprendre à apprendre avec les moyens modernes d'apprentissage, etc. Apprendre à entreprendre, l'audace, et apprendre à vivre ensemble. Il n'y a rien de mieux. On ne peut pas inventer autre chose. Et puis il y a ces belles phrases que j'aime bien citer, des phrases de la sagesse ancestrale, et cette phrase-là qui me porte toujours, qui dit la chose suivante: l'avenir du monde repose sur le souffle des enfants qui étudient. L'avenir du monde repose sur le souffle des enfants qui étudient. Allez dans une classe, vous le sentez, ce lien subtil entre l'enfant et leurs enseignants, leurs maîtres d'école, maîtresses d'école, vous sentez un souffle et vous dites c'est ça. Ce que j'aime à Paris 1, c'est comme dans toutes les universités. C'est la chance qu'elle offre à toutes celles et ceux qui y participent. Ne l'oubliez pas, la Sorbonne, par exemple, comme toutes les universités. D'où vient le mot Sorbonne? Le savez-vous? Ça vient d'un monsieur qui s'appelait Robert de Sorbon,
qui était le chanoine du roi Saint-Louis, Louis IX. Le roi lui demande de mettre en place le Collège royal de Paris, qu'il fait au XIIe siècle, et qui en 1257, c'est pour ça que notre magazine s'intitule Hashtag 1257, hashtag parce qu'on m'a dit que ça fait jeune, et 1257 parce que c'est la création officielle de l'Université de Paris. Ça passe du Collège royal à l'université, comme Bologne qui nous a précédés, voilà, c'est les vieilles universités européennes du Moyen-Âge. Et puis, alors, est-ce la vérité ou non, je ne sais pas. Mais j'aime bien le dire, parce que moi, ça me plaît parfois d'habiller la vérité de choses plus ou moins imaginaires, mais il paraît que c'est vrai. Il paraît même que Victor Hugo, qui repose là, en face, l'aurait dit dans un de ses ouvrages, tout ça à vérifier. Ils ont voulu donner un petit nom à cette université, l'Université de Paris. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre hommage à monsieur Robert de Sorbon? Et puis, paraît-il que quelqu'un a eu cette idée de faire le lien avec une formule latine, Sorbona, qui veut dire bonne chance. Et donc, dixit, éventuellement à vérifier, je le dis bien, Victor Hugo, la Sorbonne est née comme la Sorbona, c'est-à-dire la bonne chance. Et voilà pourquoi j'aime Paris. Voilà pourquoi j'aime l'université, pourquoi j'aime ce monde auquel j'appartiens pleinement. C'est parce que c'est le monde qui offre à toutes celles et ceux qui y viennent, étudiants, enseignants, chercheurs, personnel administratif et technique, dont il faut reconnaître le rôle essentiel, la capacité de servir la bonne chance pour tous et pour toutes, sans distinction d'origine, de culture, etc. C'est le lieu où se construit le vivre ensemble et où on apprend à être ce que nous sommes et à se découvrir. Donc voilà, moi je trouve que c'est un privilège. Toute ma vie, j'ai senti que c'était une chance, c'est un privilège pour moi de servir l'institution universitaire et de servir l'éducation, parce que je pense que sans l'éducation, on n'a pas d'avenir. Ça, c'est clair et net. Et je voudrais vous dire une dernière chose, c'est que lorsque je finirai mon mandat, je pourrai prendre ma retraite, hein, j'ai déjà toutes les années qu'il faut, mais non, moi je veux finir comme un enseignant. Et donc je vais prolonger, après ma présidence, les années que je pourrai faire, si la santé est là, si les moyens sont là, comme un enseignant. Et je veux finir ma vie professionnelle comme un enseignant. Il est même probable qu'après après mon parcours en France, je continuerai à enseigner ailleurs, surtout dans les pays en développement pour lesquels et avec lesquels j'ai une attache particulière. Je viens d'Afrique du Nord et pour moi, là aussi, notre mission, c'est aussi d'être à la rencontre de tous ces grands défis, ceux de la générosité, ceux du partage, ceux du développement. C'est pour cela que le terme qui m'était attribué quand j'étais à l'UNESCO, c'est Monsieur Priorité Afrique. Et vous avez compris qu'après, c'est à nouveau vers l'Afrique que j'orienterai l'énergie et l'audace qui me resteront pour servir cette grande et belle cause au service d'un continent qui, ne l'oublions pas, est à l'origine de l'humanité. Je suis en train d'écrire un livre. Alors un peu autobiographique, c'est l'histoire d'un monsieur qui arrive à un certain âge et qui ne sait plus dans sa vie, parce qu'il a tellement raconté, il a tellement dit ce qui est vrai et ce qui est faux. Il sait que le vrai est à la base de tout ce qu'il a dit, mais il a besoin de dire les choses chaque fois autrement. Et donc ce vrai a été décoré par ses propos de choses dont il n'est même plus sûr qu'elles ont existé. Et donc il arrive à un moment de sa vie, c'est mon cas, hein, et il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais plus ce qui est vrai et faux, ou combien le faux a accompagné le vrai. Et il se dit, je vais écrire. Et il raconte des anecdotes de son existence qui ont marqué sa vie. Par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle « Séduction mathématique ». Parce que grâce aux mathématiques, j'ai pu séduire, parce que j'étais très pauvre,
Et je n'avais pas les moyens de draguer, comme on dit, hein, d'aller en boîte de nuit, d'offrir le café ou le cinéma ou le restaurant, encore plus. Et grâce aux mathématiques, j'ai pu séduire de belles personnes que j'ai aidées d'ailleurs, mais qui, bon, étaient contentes de recevoir cette aide d'un jeune mathématicien en herbe. Donc ça s'appelle séduction mathématique. L'amitié que j'ai construite grâce à l'éducation. Toutes sortes de belles choses, et puis quoi dire, quoi d'autre? Non, je crois que ma vie a été un parcours jusqu'à présent assez joyeux, même s'il y a eu des moments douloureux où j'ai affronté le racisme, où j'ai affronté l'antisémitisme, bien sûr. Je me souviens j'avais 7 ans, j'étais dans une école parisienne, rue de Passy, près de la rue de Passy, rue Chernovise, et la maîtresse qui s'appelait Madame Carole, qui était belle, comme c'est pas possible, et quand on était premier de la classe, on était juste en face de son bureau. Autant vous dire que je n'ai pas décollé de la première place. C'était par amour pour Madame Carole, j'avais 7 ans. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit « Georges, est-ce que tu veux bien venir ?» Alors je dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Viens ». Et je monte, il y avait une salle avec des parents. Et elle me présente. Et là, une dame qui était là dit « Mais il a l'air normal ». Et je me suis dit « C'est quoi cette histoire ?» Je lui dis « Madame, pourquoi elle… » Elle m'a dit « Non, t'inquiète pas ». Et en fait, j'avais compris, ces gens-là de milieu très bourgeois ne comprenaient pas comment un petit immigré comme moi pouvait être premier de la classe. Mais ils n'avaient pas compris que c'était par amour pour Madame Carole. Bon, je déconne, hein, mais c'était parce que j'aime apprendre. Et j'avais compris qu'apprendre, c'était la meilleure façon pour moi de sortir d'une vie qui aurait pu être bien plus difficile à vivre. Non, moi j'ai toujours essayé de mettre la joie partout, de rire et de faire rire, comme je vous l'ai dit. Non, je n'ai pas à me plaindre. Il y a l'école normale supérieure aussi, qui a été un moment unique dans ma vie. Et quand je vais pas bien, je ferme les yeux et je me reprojette dans cette belle école, où j'ai fait des rencontres extraordinaires, où j'ai fait mon éducation culturelle. J'étais un bon mathématicien, parmi les bons, mais quand je suis rentré dans cette école, j'ai rencontré des philosophes, des historiens, des physiciens, des géographes, des littéraires. Ça a été un souffle incomparable. Et là, j'ai compris à quel point le vivre ensemble était essentiel. Et ce que j'aimerais, c'est qu'à l'université, on garde cet esprit. Alors c'est beaucoup plus difficile quand vous avez 47 000 étudiants. À Normal Sup, on était très peu, une centaine chaque année par promotion, matheux, physiciens, littéraires, historiens, etc. 47 000, c'est beaucoup plus difficile, c'est vraiment une grosse institution, mais toujours essayer de garder le lien. C'est pour ça que le présentiel est important et je déteste enseigner à distance. Je le fais, mais rentrer dans un amphithéâtre, c'est comme un acteur qui rentre sur scène. J'ai un trac fou à chaque fois. Je maîtrise bien ma discipline, mais j'ai toujours le trac. Toujours le trac.